Un volontaire, oui, qui n'a pas encore lu. Ah, d'accord, allez-y. Ah, c'est un peu... Ah non, non. Oui, allez-y. Okay, merci beaucoup. Dans les bibliothèques universitaires, l'accès est libre. C'est-à-dire quand vous venez dans une bibliothèque universitaire pour faire des recherches, vous n'avez personne pour vous conduire dans les différents rayonnages et vous présenter le fond. Donc, on est dans une bibliothèque universitaire, essayez de trouver une information. Ce sera très difficile si vous ne comprenez pas l'organisation physique. Donc, dans la procédure de la recherche, dans la méthodologie, il faut comprendre comment ces bibliothèques sont organisées. Donc, nous allons voir deux choses. Le premier, c'est les outils de localisation. Dans toutes les bibliothèques, il y a des outils de localisation qui sont trois. Le classement, la classification et la cote des documents dans les différents espaces. Donc, c'est l'organisation physique du fonds documentaire. Le deuxième élément, quels sont les services qui sont offerts? Notre collègue Mandiaye a expliqué tout à l'heure les services, les tarifs offerts aux différentes catégories d'usagers. Là également, il faut vous informer des différents services offerts pour que vous puissiez avoir une meilleure exploitation de cet espace. Donc nous allons voir en premier lieu les outils de localisation. Le premier outil de localisation, c'est le classement et la classification. C'est deux termes de la même famille, mais qui n'ont pas le même sens, la même signification. Le classement, c'est l'organisation ordonnée des documents dans les espaces physiques de la bibliothèque. C'est ça le classement. Dans toutes les bibliothèques au Sénégal, en Afrique et dans le monde, il y a un agencement ordonné des ouvrages dans les différents rayonnages. C'est ça qu'on appelle le classement. C'est-à-dire que les documents sont organisés par classe. On va revenir sur le terme classe. Mais pour mettre en œuvre ce classement, il y a un outil qu'on appelle classification. Donc, la classification est un système d'organisation. Et le système le plus utilisé dans les bibliothèques universitaires, c'est la CDD. C'est la classification décimale de Dewey, qui est en vigueur dans la plupart des bibliothèques dans le monde. Dewey est un système qui est pertinent dans deux types de bibliothèques, les bibliothèques universitaires et les bibliothèques nationales. Parce que c'est deux types de bibliothèques qui ont une dimension encyclopédique, c'est-à-dire qui couvrent plusieurs domaines de connaissances. Donc, nous, on a des bibliothèques universitaires, mais on n'a pas de bibliothèque nationale. Donc, le Sénégal n'a pas de bibliothèque nationale. Mais on a des bibliothèques universitaires, parce qu'elles n'ont pas les mêmes missions. Une bibliothèque nationale est différente d'une bibliothèque universitaire. Donc, dans les bibliothèques universitaires, il y a la classification décimale de Dewey. C'est cet instrument qu'on utilise pour faire le classement. C'est quoi la CDD? La classification décimale de Dewey, c'est un système élaboré en 1976 par un bibliothécaire Delville Dewey et qui est adopté par la plupart des bibliothèques dans le monde. Donc, c'est un système de classement numérique composé de 10 classes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout le savoir humain est divisé dans 10 domaines. Et chaque domaine correspond à un chiffre. Donc, la CDD, c'est de 0
à 9. 0 est un indice qui couvre un domaine du savoir. 1 est un indice qui couvre également un domaine du savoir, donc jusqu'à 9. Donc il y a 9 domaines de connaissances qui sont classés. Elle a pour finalité donc de faciliter l'accès direct aux documents en les regroupant par domaine. Pour rappel, dans les bibliothèques universitaires, l'accès est direct. Et pour comprendre cet aspect est direct, on a regroupé tous les ouvrages, quel que soit par domaine, quel que soit le contenu dans son domaine. Et ces domaines, c'est 10. On pouvait avoir 15, on pouvait avoir 20. Mais Dieu a choisi simplement 10 domaines. Mais dans chaque domaine, il y a des subdivisions. Donc, il y a 3 éléments qui caractérisent la CDD. C'est un système universel. C'est-à-dire que l'approche que Dieu a proposée est utilisée partout. On n'a pas le loisir de modifier. Non, c'est un système universel qui est utilisé partout. C'est un système thématique. C'est-à-dire un domaine est un thème. Donc, vous avez compris c'est quoi un thème. Donc, il y a un caractère thématique, il y a un caractère universel, il y a un caractère décimal. Décimal signifie que le thème est représenté par un chiffre. Dans certaines bibliothèques, vous allez voir le thème et le chiffre associés. Dans d'autres, vous verrez simplement le chiffre. Mais quand vous maîtrisez, quand vous avez l'habitude de fréquenter la bibliothèque, à un moment donné, vous allez savoir que le chiffre 3 là correspond aux sciences sociales. Tous les documents de sciences sociales sont représentés par le terme 3. Donc, dans une bibliothèque, même si vous allez demain aux États-Unis, vous entrez dans une bibliothèque, devant une salle, vous verrez le chiffre 3. Immédiatement, sachez qu'il n'y a que des documents de sciences sociales. Si vous cherchez un document de mathématiques, vous ne le verrez jamais. Parce que vous êtes à la classe 3. Quand vous êtes à la classe 7, vous êtes dans les arts. Quand vous êtes à la classe 9, vous êtes sur l'histoire, la géographie, ainsi de suite. C'est comme ça. Donc, du coup, vous allez vous-même développer les bons réflexes. Quand on dit 3, 3, c'est le premier chiffre. Vous pouvez voir 310, 320. Mais le plus déterminant, c'est le domaine. Parce qu'aujourd'hui, chaque discipline a évolué. Et chaque discipline a des sous-domaines. Parce que dans les sciences sociales, il y a l'économie, il y a le droit. Donc, c'est 2 choses différentes. Donc, économie, vous le trouverez 330. Tous les documents d'économie ont la cote 330 au Sénégal et dans le monde. Si vous entrez sur une bibliothèque française, vous visitez la bibliothèque, si vous voyez un document d'économie, la cote c'est 330. Plus maintenant, autre chose. Si c'est un livre de droit, 340. Vous avez compris? Donc, c'est ce système-là qui est utilisé pour faire la classification. Maintenant, de manière schématique, je vous montrerai comment le système se présente. Vous n'avez pas besoin de connaître ça, mais vous avez besoin de comprendre comment c'est organisé. Donc, quand les bibliothèques travaillent sur le classement des ouvrages, quand on reçoit 100 ouvrages nouvellement acquis à la bibliothèque, quand on les traite, on les affecte des domaines et des cotes sur la base de la CDD. Quand nous avons un document qui parle de droit, le droit là, on doit affecter à quel code? Vous regardez, c'est un document de sciences sociales. Mais dans les sciences sociales, il y a plusieurs sous-domaines. Mais c'est 300.4 qui correspond à droit. Donc je mets 340, c'est un livre de droit. Si c'est un livre de mathématiques, je vais dans les sciences naturelles et mathématiques. Donc je peux mettre même 500 si je veux. Quand je mets 500, je suis dans le domaine. Quand je mets 510, je suis plus précis. Quand je mets 515, donc vous voyez, les sciences sociales sont subdivisées en plusieurs sous-domaines. Par exemple, si c'est un livre de physique, je mets 530. Quand je dis 500, je précise que c'est un document de sciences naturelles et de mathématiques.
Mais quand je dis 530, j'ai précisé que c'est un document de physique. Donc, voilà le schéma d'organisation. Généralement, la cote se trouve ici, sur le dos. On met toujours une série de lettres et de chiffres. C'est ça qu'on appelle la classification. Donc, désormais, retenez que à chaque fois que vous entrez sur des rayonnages, la première chose sur laquelle vous devez faire attention, quels sont les chiffres qui sont mis ici? Parfois, on met 300, on ajoute sciences sociales, donc ça précise. Mais ne faufilez pas aveuglément sur les différents rayonnages. Parce que dans certaines bibliothèques, c'est des centaines de rayonnages sur plusieurs niveaux, 2 étages, 3 étages. Donc, dès l'entrée, essayez de voir le système de localisation mis en place. Si vous lisez, si vous êtes un peu attentif, vous allez voir des indications au rez-de-chaussée, au premier, au deuxième. C'est clair? Maintenant, c'est à partir de cet indice d'UE qu'on établit la cote. Parce que dans les bases de données et dans les catalogues, on fait la description physique des ouvrages. Il y a des champs à renseigner pour que le chercheur puisse retrouver facilement l'ouvrage. Maintenant, et dans ces champs, il y a ce qu'on appelle le titre, l'auteur, l'éditeur, la date de publication, le nombre de pages, les mots-clés et un résumé. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est la description bibliographique. On va y revenir ultérieurement. Mais, en fonction du thème, on l'affecte une cote. C'est à partir de ce code-là que les bibliothécaires vont trouver l'emplacement. Et la cote est composée de lettres et de chiffres. Les chiffres, c'est l'indice d'UE. Ce n'est pas des indices, non. C'est sur la base de ce tableau qu'on choisit le chiffre. Ensuite, on ajoute 3 lettres. Quelles lettres? Les 3 premiers noms du nom de famille de l'auteur. Si l'auteur est un Diop qui écrit un livre d'économie, on met 330 suivi DIO. Donc, si vous allez dans les livres d'économie pour chercher l'auteur Diop, vous allez voir l'ordre alphabétique des noms d'auteurs. Donc, après l'ordre thématique, il y a l'ordre alphabétique. Donc, c'est un classement logique et chronologique. Logique et alphabétique. Donc, il y a d'abord le thème, qui est la logique. Ensuite, le classement par ordre alphabétique suivant des noms d'auteurs. Donc, la cote est une adresse. C'est pourquoi quand vous consultez un catalogue, vous verrez le titre de l'ouvrage, toutes les données. Mais sans la cote, vous ne pouvez pas retrouver le livre. Parce que c'est la cote qui vous indique l'emplacement. Où je vais chercher le livre. C'est pourquoi les étudiants, certains ouvrages ne sont pas prêtables. On les consulte sur place. Donc, certains étudiants qui veulent accéder seuls à un ouvrage, souvent ils les déplacent. On va faire l'expérience. Quand vous entrez à la bibliothèque, vous allez sur le rayonnage philosophie, vous voyez un livre très intéressant. Vous le consultez tous les jours. Et en sachant que demain, si vous revenez, peut-être vous n'allez pas le trouver, l'étudiant déplace l'ouvrage. Quand vous le déplacez, c'est perdu. Dans une bibliothèque, quand on déplace un ouvrage, on considère que c'est perdu. Parce que moi, quand on me demande d'aller prendre un document de philosophie, je vais le chercher dans l'arène. Je ne penserai jamais que ce livre pourrait se retrouver à la section mathématiques. Ce n'est pas logique. Donc, quand quelqu'un déplace un livre de philosophie au rayonnage mathématique, pour le retrouver, il faut chercher partout. Et ce n'est pas possible. C'est pourquoi ici, pour gérer ces cas de figure, tous les lundis matins, la bibliothèque est fermée au public, alors que le personnel est là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils parcourent les rayonnages pour retirer les ouvrages mal placés. Parce que quand un livre est mal placé, parce que personne ne peut sortir l'ouvrage. Quand vous sortez, le livre va sonner. Donc, l'étudiant ne peut que déplacer l'ouvrage. C'est pourquoi dans les bibliothèques, en général, les gens ferment le lundi matin
pour procéder au reclassement. Tous les personnes immobilisées, ils parcourent les réunionnages, ils les récupèrent, ils les remettent. C'est ça donc la cote. On va montrer des exemples. Donc la cote est composée donc de l'indice Dewey et les 3 premières lettres du nom de l'auteur. Donc pour le classement, qui se fait de gauche à droite, quand on classe, on commence ici. Voilà la gauche et on va vers la droite. Et en ordre croissant. Et on tient compte de l'indice d'abord et des lettres. L'indice, c'est le domaine. Maintenant, les livres qui traitent du même domaine seront classés par ordre alphabétique des noms d'auteurs. Donc, c'est ça l'organisation physique des documents dans les bibliothèques. C'est clair pour tout le monde? Vous avez des questions à ce niveau? Le classement, oui, de gauche à droite. Si j'ai ce rayonnage, j'ai 100 ouvrages à classer, je ne commence pas par là pour aller là-bas. Je commence là-bas pour venir de ce côté. Vous avez compris? Oui, donc pour classer, on commence. Donc quand vous cherchez un ouvrage sur un rayonnage, vous commencez par la gauche. Parce que les livres qui abordent le même thème sont classés par ordre alphabétique des noms d'auteurs. Si vous cherchez les A, il faut aller là-bas. Mais si vous cherchez les Z, il faut penser les avoir ici. Les C au milieu par les S. Donc c'est la logique alphabétique. C'est bon pour tout le monde, oui? Est-ce que ça c'est valable pour n'importe où? Oui, c'est valable. C'est le même système. Pour Dewey. Pour chaque espace, par exemple, en comptabilité, par exemple, il y a une classification. Oui. Comme ça. Non, c'est un... valable dans un espace et non dans un... Par exemple, vous prenez l'espace CDO ou bien UMOA, on oublie de sous-score en Afrique, toujours c'est la même classification. Non, ça c'est universel. Ce n'est pas africain, c'est mondial. L'auteur qui a créé ça est un Américain. Donc, je me suis même posé la question parce qu'à l'université de Rennes, par exemple, nous, à chaque fois qu'on voulait renouveler la bibliothèque, on était dans on trouve ces chiffres-là, mais classe 3. Classe 3. Nous, on a tout d'abord. Ok. Mais une fois à Paris aussi, j'ai même fait le même constat. Oui, oui. Toujours classe 3. Classe 3, effectivement. Je ne savais pas. Ah. C'est une classification qui est universelle. Non, non, c'est universel. Après, je me suis dit que c'est en France que c'est vrai. Non, pour nous, moi quand je traite des ouvrages, par exemple, quand j'achète cet ouvrage, je suppose que la France l'a déjà acheté depuis 1 an ou depuis 5 ans. Je n'ai pas besoin de chercher la cote. Je télécharge directement la référence. Parce que c'est la même référence. C'est la même référence. Donc, il y a un système de récupération des références. Quand on a un ouvrage, je me suis dit qu'une des bibliothèques universitaires françaises l'a déjà quelque part, ou bien à la Bibliothèque nationale. Donc, je fais la recherche automatiquement. Donc, il y a une application qu'on utilise si l'ouvrage est déjà disponible là-bas. Parfois, on corrige. Parfois, on trouve que la référence n'est pas complète ou bien elle n'est pas bien faite. Parce que la description aussi dépend du niveau du bibliothécaire qui a fait la référence. Donc, il y a des règles à suivre. Donc, on va revenir sur ces règles. C'est clair pour tout le monde, hein? Donc, désormais, quand vous ferez des recherches dans une bibliothèque, comprenez qu'il y a déjà une organisation physique. Ne vous lancez pas à parcourir aveuglément les rayonnages. Il faut cibler, vous êtes dans quel domaine d'abord, dans quelle salle ou niveau se trouve ce domaine. Si vous ne savez pas, vous demandez aux agents préposés à l'accueil. Vous dites que moi, je suis venu pour faire des recherches sur tel thème. Ils vous disent, allez au 3e niveau, ou bien allez au 1er étage, ou bien allez... Vous avez compris? Oui. Donc la deuxième partie, c'est l'organisation des services. Ça, c'était l'organisation physique de la documentation.
Maintenant, ce que je n'ai pas précisé, j'ai parlé de l'organisation physique concerne les ouvrages. Il y a d'autres types de supports qui ne suivent pas cette logique de classement. Les thèses et mémoires ne suivent pas la logique de classement des ouvrages parce qu'on ne les met jamais ensemble. Les documents sur support matériel. Par exemple, un document qui se trouve dans un CD, on ne le met pas. Si ce livre, j'ai la même version livre sur un CD, je ne le classe pas dans les rayonnages parce que c'est un support fragile. Je le mets ailleurs. C'est valable également pour les journaux. Quand vous cherchez un journal dans une bibliothèque, la bibliothèque peut payer un abonnement, par exemple, du journal Le Soleil depuis 2000. Donc ça fait 24 ans. Cela suppose que la bibliothèque a tous les numéros. Mais vous ne verrez jamais, vous ne verrez que les derniers numéros sur l'étagère. Il y a des bibliothèques qui choisissent. Moi, je mets toujours à la disposition les 10 derniers numéros. Quand je cherche un ancien numéro, il faut le demander. Donc ne pensez pas que toujours également, ce que vous cherchez se trouve sur les rayonnages. Pour la gestion des espaces, les anciens numéros des journaux et des revues sont toujours retirés. Il y a des gens qui disent, je suis allé à la bibliothèque pour chercher telle revue. J'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Si ce n'est pas récent, vous ne le trouverez pas. Parce qu'ils gardent toujours les derniers numéros et les anciens numéros sont dans les magasins. Quand vous descendez, vous voyez des magasins là. Les étudiants n'ont pas accès à ces magasins. Ces magasins, c'est les anciens numéros ou les ouvrages rares. Quand un ouvrage n'est plus disponible dans le monde, où il n'y a que des exemples très limités, ou bien sa production n'est plus, on le met en réserve. Mais vous le trouverez sur le catalogue, mais vous ne le trouvez pas sur les rayonnages. Donc, c'est des documents à demander. C'est clair? Maintenant, on revient sur l'organisation des services. Donc, à ce niveau, nous allons voir essentiellement 3 points. Le service commun de la documentation, l'inscription et les services. Le dernier point est une recommandation. Pourquoi service commun de la documentation? Un lecteur qui n'a pas encore lu depuis ce matin, qui n'a pas encore ouvert la bouche. Hein, monsieur? Ah, allez-y. Allez-y, donc tu as la parole. Merci beaucoup. Ça, c'est un aspect particulier au niveau des universités. À l'UCAD, il y a la bibliothèque centrale. Mais également, il y a des bibliothèques dans les différents établissements. Donc, un étudiant de la faculté de droit a besoin de la bibliothèque centrale, mais il a également besoin de la bibliothèque de sa faculté. C'est valable également pour l'étudiant qui est à la faculté des sciences et techniques. Donc, pour organiser la documentation, la bibliothèque centrale et les autres bibliothèques forment ce qu'on appelle un service commun. C'est le même service. C'est-à-dire que l'étudiant s'inscrit, mais une fois qu'il paie son inscription, il a accès aux 2 bibliothèques. Deuxièmement, les 2 bibliothèques également fonctionnent de la même manière, suivant les mêmes procédures. Et puis, ils partagent le même catalogue. Par exemple, si un étudiant me demande un ouvrage, si je dois faire une commande, donc j'ai peut-être 10 millions cette année pour acheter des ouvrages. Je dois faire des sélections, peut-être parce que la demande est très forte et je n'ai pas les moyens pour répondre à tous les besoins.
Si je cible un certain nombre d'ouvrages, je vérifie si les ouvrages-là n'existent pas ailleurs. Si des étudiants me suggèrent d'acheter tel ouvrage, si je vérifie et que je trouve que cet ouvrage est disponible à la faculté de droit, il ne sera pas prioritaire dans mes achats. Les documents prioritaires, c'est les documents qui ne se trouvent nulle part dans l'espace. Donc, il y a une concertation, une synergie dans la politique d'acquisition. Donc, c'est ça l'intérêt du service commun. C'est pour offrir le même service aux étudiants. C'est pour ne pas faire inutilement des doublons, n'est-ce pas? Et donner le meilleur service possible aux étudiants. Donc, l'ensemble de ces bibliothèques, c'est le même service. Et c'est le même catalogue, c'est la même description. Donc, si vous venez à la bibliothèque pour faire des recherches sur l'industrie créative, vous allez avoir une liste de 10 documents. Si vous cherchez l'emplacement, vous allez voir, tel document se trouve au CESTI, tel document se trouve à la bibliothèque centrale, tel document se trouve à la faculté de droit. Donc, quel que soit votre lieu de consultation du catalogue, on vous indiquera l'emplacement du document. C'est pourquoi on parle de service commun de la documentation. Ce qui est valable ailleurs, quand on vous sanctionne, quand un établissement vous sanctionne, la bibliothèque centrale applique la sanction. Quand la bibliothèque centrale vous demande de payer tel ouvrage et vous suspend, les autres bibliothèques également, vous êtes suspendus. Vous avez compris? Donc c'est ça la logique. Maintenant, l'inscription, dans la plupart des bibliothèques, l'inscription elle est annuelle. Il n'y a pas d'inscription mensuelle, il n'y a pas bimensuelle. On paye l'inscription une seule fois l'année. Elle se fait sur présentage de la carte d'étudiant ou de certificat d'inscription ou de tout autre document. Les frais d'inscription varient suivant les universités et les catégories d'usagers. Les universités n'ont pas les mêmes tarifs d'inscription. À l'intérieur d'une même université, selon le niveau de l'étudiant, vous n'avez pas le même tarif. Les étudiants du premier cycle ne payent pas la même chose que les enseignants-chercheurs. Il y a une autre catégorie qu'on appelle les lecteurs autorisés. C'est les gens qui ne sont pas de l'université et qui sont intéressés par notre documentation. Vous avez bien saisi? OK. Maintenant, comme Mandia l'a expliqué tout à l'heure, il y a des services qui sont payants. Vous pouvez avoir ici un box spécialement pour vous, un ordinateur et un espace de recherche. Ça, c'est un genre réservé aux étudiants de master de fin de cycle, master 2 ou doctorat, qui sont au 3e. C'est l'espace le plus convivial, le plus tranquille. Il y a la documentation à côté, il y a un certain nombre de dispositifs. Il y a également des espaces pour les travaux de petits groupes. Donc ça, c'est des services que les bibliothèques offrent. Donc, les réseaux de bibliothèques donnent à tout étudiant inscrit la possibilité de faire des prêts d'ouvrage. Donc, la durée d'un prêt, en général, c'est 15 jours, renouvelable une fois. Donc, vous avez la possibilité de venir à la faire emprunter 2 ouvrages pour 15 jours. Des amendes sont prévues. Ça également, il faut le savoir. Moi, j'ai eu à payer, quand j'étais à l'EBAT, 3 000 francs pour retard de paiement, pour retard de remise d'un document emprunté. Ouais. Par exemple, quand vous gardez un ouvrage au-delà des délais, chaque jour de plus, c'est 500 francs de pénalité. Donc, si c'est 6 jours, c'est 3 000. Donc, il faut veiller sur ça également. Quand vous perdez l'ouvrage, vous le payez également. Les documents exclus du prêt sont consultables sur place. Il y a des documents qu'on ne prête pas. Et parmi ces documents, il y a ce qu'on appelle les ouvrages de référence. Les dictionnaires, en général, sont exclus du prêt. Parce qu'on estime qu'un étudiant n'a pas besoin d'emprunter un dictionnaire pour aller chez lui. Vous utilisez un dictionnaire simplement pour consulter un mot et le rendre. Donc, ça peut se faire sur place. Les thèses et les mémoires, c'est des documents disponibles en 1 ou 2 exemplaires. Là encore, on ne fait pas de prêt. C'est des documents consultables sur place.
Les documents rares qui ne sont disponibles qu'un seul exemplaire, là également, c'est des documents exclus du prêt. Mais tous les autres, vous pouvez faire le prêt. Donc, au-delà du prêt, il y a la lecture, les espaces de travail et toute la documentation, mais également il y a l'information et la formation. Les étudiants, il y a un service d'information et de communication dans les bibliothèques pour certaines préoccupations, mais également il y a des séances de formation. Donc dans beaucoup de bibliothèques universitaires, on forme à l'usager ce que je vous ai parlé tout à l'heure sur l'utilisation de la bibliothèque. Il y a des formations qui sont consacrées à ça. Maintenant, en dehors de la documentation physique, ça encore, les étudiants perdent de vue que la bibliothèque n'est pas seulement physique. Oui, quelqu'un peut payer un abonnement à la bibliothèque sans jamais venir. Parce que les bibliothèques numériques sont beaucoup plus grandes que la bibliothèque physique. Donc ne dites pas que à la bibliothèque, bon, ce que j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, donc je n'ai pas besoin de payer un abonnement. Non. Parfois, vous faites des recherches sur Internet. On vous demande votre carte bancaire. N'est-ce pas? Ça vous est arrivé? Quand vous payez un abonnement, vous contournez. Ça vous permet de contourner. C'est-à-dire que vous aurez accès à ces mêmes ouvrages. Ce que vous ne savez pas, la documentation scientifique de très bonne qualité aussi n'est pas toujours gratuitement disponible sur Internet. Ça également, il faut le savoir. C'est pourquoi les bibliothèques payent des abonnements à des bases de données. ScholarVox, c'est une bibliothèque numérique qui a plus de 55 000 ouvrages. C'est le ministère qui a payé. Il y a Kern Info. C'est un abonnement qui tourne entre 10 000 et 12 000 euros. Là encore, la plupart des bibliothèques ont payé l'abonnement. Maintenant, si vous passez par vos accès, personne ne vous demandera votre carte bancaire. Ça encore, il faut, quand vous vraiment payez un abonnement, dites-vous que tout est possible. Il y a un autre service, quand vous avez une thèse qui se trouve dans une bibliothèque européenne, parce que vous pouvez avoir les références, mais vous ne pouvez pas accéder aux documents. Il vous arrive de consulter une thèse en ligne et que le document n'est pas visualisé, vous ne pouvez pas le visualiser, vous ne pouvez pas le télécharger. Cela signifie que c'est un document protégé. Mais vous pouvez le faire ce qu'on appelle les prêts interbibliothèques. C'est-à-dire quand vous les demandez que je veux ce document, on vous demande, on ne prête pas à l'étudiant, mais on peut prêter à sa bibliothèque. Vous avez compris? Donc si ça vous arrive, vous pouvez venir voir le service de référence pour le dire que j'ai trouvé une thèse, un ouvrage vraiment qui me préoccupe. Je le trouve dans telle bibliothèque universitaire qui se trouve en Europe. Généralement, on paye des bons. C'est 4 euros, 8 euros. Ce n'est pas très cher. Donc c'est pour contourner les fluctuations financières qu'on paye des bons, ce qu'on appelle des bons IFLA. Moi, j'ai eu à le faire à un de nos étudiants qui a fait des consultations et voulait accéder à une thèse. Il a écrit à cette bibliothèque, je ne sais plus laquelle. La bibliothèque lui a répondu que vous contactez votre bibliothèque. Si vous contactez la bibliothèque, on peut lui faire le prêt. Donc l'étudiant est venu me voir. J'ai dit que moi, je n'ai pas de bon voucher. Mais mes collègues de l'UCAD ont chez bon voucher. Et j'ai demandé à Mandiaï de faire le prêt. Donc il a fait le prêt. La thèse est envoyée à l'UCAD. Et l'étudiant est venu ici pour le consulter. Après, il l'a rendu. Donc ça également, c'est des services. Parce qu'une thèse, quelquefois vos moyens, vous ne pouvez pas l'acheter. Ça ne se vend pas. Mais il insiste là. Allô? Allô, oui. Dama jàpp de. Waaw, dinaa le rappeler, je termine. Donc vous avez comme voilà différents services qui sont disponibles dans les bibliothèques. Donc quand vous êtes un étudiant, il faut avoir cette curiosité pour dire que les services de la documentation,
il faut se renseigner sur tous ces services. Ici, j'ai donné quelques services à titre indicatif. Mais ne dites jamais que ce n'est pas possible. Il y a les documents physiques, il y a les bases de données, il y a les bibliothèques numériques, il y a également les prêts interbibliothèques. Et tout n'est pas disponible gratuitement sur Internet. Ne privilégiez pas simplement les documents disponibles gratuitement. Il faut chercher les documents qui ont une très grande valeur scientifique. Et ces documents se trouvent dans les bibliothèques numériques, sont rigoureusement sélectionnés. Bon, quand je fais une recherche dans une bibliothèque numérique universitaire, je suppose qu'il y a un travail de présélection qui est déjà fait. Les documents sont de qualité et d'une très grande valeur scientifique. C'est différent si j'interroge un moteur de recherche et je trouve gratuitement un document. Parce que vous tous ici, chacun peut écrire et partager sur Internet. Alors que ce qu'il dit est faux ou bien erroné. Quand vous faites des recherches, vous allez tomber sur ces mêmes documents, produits par des amateurs. Donc il faut faire très attention sur ça. Moi, je n'ai pas vu les catalogues. Ou bien je les ai déplacés. OK, sur l'autre. OK, c'est bon. C'est bon. OK, un lecteur. C'est vous, hein? Allez-y. Si la BU constitue un espace de ressources documentaires de référence, l'étudiant doit également se procurer des informations utiles dans d'autres centres de ressources. Que ces centres soient concrets ou virtuels, les bibliothèques municipales et les médiathèques, les bibliothèques numériques permettent d'accéder via Internet à une grande collection de documents constitués de livres, mais aussi de ressources sonores et multimédia. Certains sont libres d'accès, d'autres sont payants. Merci beaucoup. Les ressources extérieures également sont importantes parce que l'étudiant de master ou l'étudiant doctorant pense que tout ce qu'il ne trouve pas à la bibliothèque n'existe pas. Il pense que tout ce qu'il ne trouve pas sur Internet n'existe pas. Non. Il y a d'autres bibliothèques spécialisées. Les documents qui se trouvent peut-être à la bibliothèque publique Blaise Senghor n'est pas à l'université parce qu'on n'a pas les mêmes cibles. Là-bas, c'est une bibliothèque publique. Blaise Senghor, il ne faut pas l'occulter, c'est un centre culturel. Il y a beaucoup d'événements créatifs, culturels qui se tiennent là-bas et artistiques. Donc c'est un centre de documentation, c'est une bibliothèque publique qui peut vous offrir beaucoup de documents. Ils peuvent également vous orienter sur tout ce qui est production artistique, production culturelle, les événements, la littérature, tout ce quoi vous êtes en train de travailler peut se retrouver également à la bibliothèque Blaise Senghor. Ça également. C'est pourquoi je parle toujours de ressources extérieures. Quand je dis extérieur ici, c'est par rapport à l'université. Parce qu'on est un public universitaire. En général, le public universitaire est un public fermé. Il pense que tout est ici. Donc, quand vous êtes chercheur, ne vous fixez pas de limites. Il faut penser aux bibliothèques municipales, aux bibliothèques, aux médiathèques, aux bibliothèques numériques également. Mais il y a un autre élément. Les ressources multimédia et les ressources sonores. Tous les documents, toutes les informations ne se trouvent pas dans des ouvrages et en version numérique. Dans le domaine de la culture, une bonne partie des ouvrages sont sous format multimédia et sous format sonore. N'est-ce pas?
Il y a beaucoup de conférences de Cheikh Anta qui sont sous forme sonore. Il a animé des conférences, c'est enregistré, ça se trouve dans des audios. Donc, les documents audiovisuels également ne sont pas classés. C'est des documents qu'on demande. Donc, quand vous faites des recherches, ne vous concentrez pas sur le support, concentrez sur le thème. Maintenant, quand vous vous concentrez sur le thème, on peut vous fournir des informations sous plusieurs formats. Le format physique, le format numérique, le format audiovisuel. À la RTS, moi j'ai fait un stage à la RTS. Il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de numérique aussi. C'est des documents sur support matériel. Comment? Comment? Non, je vous donne simplement un exemple. Si il y a des documents National Geographic, c'est la science du monde sauvage. C'est des documents audiovisuels. Une bonne partie de ces informations se trouve sous format audiovisuel. Soit vous entendez, soit on vous présente. Parce que quand on vous présente les caractéristiques d'un animal ou de la vie d'un animal, on vous donne les aspects théoriques, les aspects audiovisuels et les aspects physiques. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas décrire. Parfois, si vous avez la photographie, c'est plus expressif. Quand vous avez le son, C'est le cas des films documentaires. c'est les films documentaires. Parce que National Geographic, c'est des films documentaires, c'est des films scientifiques. C'est valable dans beaucoup de domaines. Donc aujourd'hui, le livre n'a pas le monopole. À côté du livre, tous les autres supports aujourd'hui comptent. Tout, je dis. Donc ne vous fixez pas sur le physique, le numérique. Il faut penser également qu'il y a des documents sonores et les documents multimédia. Dans ce cours, j'ai écarté la partie typologie parce que je me suis dit que ça ne vous intéresse pas trop. Je peux le dire oralement, mais ça fait partie des types de documents. Dans les référencements, on référence aujourd'hui des sites web, on référence des documents audiovisuels. Donc chaque type de document a sa référence est normalisée. Donc la première étape pour réussir vos recherches, c'est d'être un usager actif des bibliothèques. Un étudiant doit faire des recherches. Non pas simplement pour ses travaux, mais pour sa propre formation. Vous ne devez pas vous limiter des cours qu'on vous donne en classe. Les cours à l'université sont des introductions. Ce n'est pas complet. Quand vous êtes dans un domaine, quand le prof fait une introduction sur un cours, l'étudiant doit aller faire ses recherches sur ce cours. Et non pas l'inverse, parce que la plupart des étudiants, quand on leur donne un cours, ils font le résumé du cours. Ça, c'est pour les lycéens. Un cours qui n'est pas comme vous ne devez pas faire le résumé. Vous devez faire des recherches pour essayer d'en savoir plus que le prof. Parce que à l'université, c'est l'enseignement et la recherche. Et quand on est un étudiant de master, on est dans la recherche. Après votre diplôme de master, vous devez développer une spécialisation. Après votre thèse, vous devez développer une spécialisation. Chacun d'entre vous, après ses recherches sur le thème, doit être une personne qu'on compte sur ce sujet. Vous êtes appelé à faire des recherches très approfondies sur les différentes thématiques que vous avez. Au bout de 3 ans, vous devez avoir le même niveau que tous les autres sur ce thème. Quand on parlera de l'industrie créative, l'inégalité femmes, personne ne pourra dire plus que vous. Pourquoi? Parce qu'auparavant, vous avez découvert ce que les autres ont écrit et fait sur le thème. Vous vous êtes approprié de ces connaissances, mais également vous avez donné un point de vue critique
sur ces aspects. C'est pourquoi la recherche est intéressante. Donc, commencez par la revue de la littérature pour faire le point de ce qui a été dit et fait sur votre thématique. Développer votre pré-réflexion vous conduit à être un expert sur ces questions. Donc, je vous invite donc à faire preuve d'engagement, n'est-ce pas, dans votre recherche pour aboutir à des résultats satisfaisants. Donc, nous allons nous en arrêter là pour aujourd'hui. Nous venons de terminer 2 programmes. Donc, le premier portait sur la préparation de la recherche et le second sur la présentation des bulletins universitaires, les services, n'est-ce pas, et leur organisation. Demain, nous allons nous concentrer sur les techniques de recherche, sur les outils de recherche, sur les bases de données, n'est-ce pas, en mettant l'accent sur vos thèmes de recherche. Donc, je vous invite dans la soirée à approfondir le choix des mots-clés pour que demain, ça va nous servir rapidement à explorer un certain nombre de bases de données et un certain nombre de sites, n'est-ce pas? Ce sera l'occasion également de revenir sur les catalogues, parce que j'aurais pu mettre les catalogues dans les bulletins universitaires, mais je l'ai mis dans les outils. Parce que c'est un outil de bulletin universitaire, mais également c'est un outil de recherche. Donc j'ai choisi de les mettre dans les outils de recherche, à côté beaucoup d'autres outils. Donc demain, nous allons aborder ces questions. Je vous remercie. Si vous avez des questions, donc on peut en discuter. C'est bon? Quand les étudiants sont fatigués, ils disent c'est bon. J'espère que ce n'est pas le cas. Je vous remercie. OK. C'est beau, vraiment.